Une douloureuse théorie du plaisir. Pourquoi nos plaisirs sont-ils si fugaces ? Souvent je me désole lorsque je termine un mets de choix dont je disposais en quantité limitée. Je regrette de ne pouvoir continuer à en manger. Par contre, si j'en dispose en grande quantité, je continue à en manger et je ressens simultanément le plaisir de continuer, la crainte d'arrêter et la nausée qui s'annonce. En continuant d'à manger, le plaisir que m'apporte chaque bouchée diminue et l'annonce de la nausée s'accroît. Pourtant, je continue souvent parce que la crainte du manque s'accroît, elle aussi. Finalement, bien sûr, tout a une fin et je quitte la table le ventre ballonné, alourdi par mes excès, vaguement nauséeux et me reprochant une fois de plus le peu de maîtrise de mes comportements. Ce qui se vit pour la nourriture de choix, la majorité des fumeurs l'éprouvent pour la cigarette et plusieurs personnes le ressentent avec l'alcool. Le plaisir sexuel d'un homme est si court, à peine l'a-t-il éprouvé qu'il peut regretter sa disparition. Si la jouissance ne s'arrêtait pas, un homme n'en finirait pas de jouir, probablement jusqu'à la mort. À un niveau plus émotif, comment se fait-il que tant d'hommes se détournent de leur partenaire d'occasion après en avoir joui ? On a attribué cette sorte de rejet à une morale culpabilisante, mais la libération des mœurs n'a pas diminué le phénomène. Dans l'univers des bars pour célibataires, l'acte sexuel est suivi très souvent par une forme de rejet plus ou moins subtil de la personne de l'autre. Une amitié entre un homme et une femme peut être gâchée par des rapports sexuels. Comment se fait-il que nos plaisirs ne soient pas entiers ? Comment se fait-il que, sitôt éprouvés, ils semblent nous échapper ? Comment se fait-il qu'il soit trop souvent suivi d'une forme de malaise ? Est-ce la faute d'une religion culpabilisante ? Est-ce la faute d'une société répressive ? Sans doute, en partie. Mais ne serait-il pas aussi possible que nous soyons biologiquement construits pour que nos plaisirs soient fugaces, pour qu'un excès de plaisir soit naturellement pénalisé afin de nous inciter à plus de modération ? Une telle éventualité est décevante pour nous, qui espérions trouver la clé du plaisir sans mélange, de la vraie satisfaction et du bonheur constant. Néanmoins, des recherches récentes en psychologie suggèrent fortement que nous ne sommes pas faits pour jouir. Nous serions plutôt construits pour agir, et, dans cette perspective, le plaisir et le bonheur ne seraient que des instruments utilisés pour notre action et notre survie. En fait, ce que nous appelons plaisir n'est que le soulagement d'un malaise physique ou psychologique de notre système vital. La faim, la soif, le sommeil, ainsi que les pulsions sexuelles sont tous des souffrances qu'on cherche à soulager. La jouissance sexuelle est elle-même une forme de douleur qui a pour fonction de libérer les tensions de l'appareil reproducteur. Elle est tellement libératrice que nous l'interprétons comme étant un plaisir jouissif. Il en va de même pour la recherche du bonheur. On dit que le véritable bonheur, c'est l'absence de grands malheurs. Les souffrances psychologiques et les manques intérieurs incitent à la recherche du plaisir et du bonheur. C'est le désir qui, ce grand coupable, est la principale source de mal-être. S'affranchir du désir alors ? L'individu qui pourrait développer une philosophie du non-désir, d'une simplicité volontaire qui se satisfait de l'essentiel, ne souffrirait pratiquement plus intérieurement. Serait-ce donc alors ce bien-être intérieur que la plupart d'entre nous rechercherions inconsciemment ? Peut-être. Alors, que faire pour limiter les dommages provenant des excès de toutes sortes ? Jadis, il y avait la morale pour restreindre les compulsifs et les excessifs. Aujourd'hui, il ne nous reste qu'à développer la maîtrise de soi. Mais ça, ce n'est pas toujours évident.